Avec le recul, je trouve encore impossible de vraiment assimiler ce qui m'est arrivé là-bas, dans ces canyons. Je ne suis pas du genre à inventer des histoires ou à broder sur la vérité, et je n'ai jamais accordé le moindre crédit au folklore ou au mythe. Mais ce que j'ai vécu cet automne-là a changé tout ce que je croyais comprendre de la réalité. Ceci est le récit de la manière dont un Bigfoot est venu à moi, désespéré, cherchant de l'aide, et comment j'ai fini par passer des semaines avec deux créatures dont la plupart des gens soutiennent qu'elles n'existent même pas. C'est un récit sur la foi, sur la miséricorde et sur la découverte que la réalité est bien plus mystérieuse et magnifique que nous ne l'avons jamais imaginé. Je travaillais comme garde forestière depuis environ 6 ans quand j'ai été affecté à l'un des postes les plus isolés de la forêt domaniale. La cabane se trouvait au bord d'un canyon, entouré de denses forêts de cèdres et de falaises de grès abruptes qui s'étendaient à perte de vue. Par temps clair, on pouvait voir des formations rocheuses dans 4 directions différentes, leur sommet rougeoyant dans la lumière du matin, même en septembre. Le canyon lui-même était un mélange de forêts anciennes et d'affleurements rocheux, reliés par des sentiers plus vieux que l'histoire écrite. Mon travail était assez simple en théorie. Surveiller la population de cougars à l'approche de l'automne, m'assurer qu'aucun d'entre eux ne risquait de conflit interterritorial, documenter leurs déplacements et leurs habitudes de chasse et signaler toute anomalie au bureau principal. Le poste avait tout ce dont j'avais besoin pour survivre des mois d'affilée. Un chauffage au propane qui maintenait la pièce unique au chaud, même lorsque les températures chutaient en dessous de zéro. Une radio pour les bilans hebdomadaires. Des étagères remplies de conserves et de produits secs et suffisamment d'isolement pour qu'une personne puisse soit apprécier sa propre compagnie, soit perdre la raison à cause de la solitude. J'avais délibérément choisi cette affectation. Je l'avais spécifiquement demandé lorsque le poste s'était libéré. J'ai toujours été une femme spirituelle. J'ai grandi en allant à la messe tous les dimanches avec ma famille, dans une petite ville où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Mon grand-père était la personne la plus croyante que j'ai jamais connue, et il m'a donné un médaillon en or quand j'avais 11 ans, en me faisant promettre de ne jamais l'enlever. Je ne l'ai jamais fait. Ce médaillon a été autour de mon cou, à travers tout. Le lycée et l'université, ma formation de garde forestière, chaque mission que j'ai acceptée. Il est maintenant tiède de la chaleur de mon corps, poli par des décennies de contact avec mes doigts quand je prie ou quand je suis anxieuse. Être en pleine nature m'a toujours aidé à me sentir plus proche du divin. Il y a quelque chose dans l'arrière-pays qui élimine tout le bruit et les complications de la vie normale. Pas de télévision, pas d'internet, pas de foule de gens se précipitant dans leur vie trépidante. Là-bas, dans cette cabane isolée, il n'y avait que moi, les canyons et ma foi. Juste moi et la création dans sa forme la plus authentique. Chaque matin, avant de commencer ma ronde, je m'asseyais à la petite table en bois près de la fenêtre et je lisais ma Bible. Une édition reliée en cuir usé que mon grand-père m'avait également offerte. Chaque soir, avant de dormir, je m'agenouillais à côté de ma couchette et je faisais mes prières, remerciant le divin pour une autre journée en sécurité et demandant de veiller sur ma famille restée au pays. Le travail en lui-même n'était pas physiquement exigeant, bien qu'il requiert de la patience et de la concentration. Je me réveillais avec le lever du soleil, je préparais du café sur le réchaud à gaz. Je prenais un petit déjeuner simple de muesli ou de pain grillé, puis je partais dans la forêt avec mes jumelles, mon appareil photo et un carnet résistant aux intempéries où je notais tout ce que j'observais. Je marchais pendant des heures en suivant les pistes de gibier et les lits de ruisseaux asséchés, scrutant le fond du canyon à la recherche de signes d'activité de cougars. Des empreintes dans la poussière, des marques de griffes sur les arbres où ils avaient marqué leur territoire, des déjections qui m'indiquaient ce qu'ils avaient mangé, la carcasse de cerf occasionnelle qui montrait leurs habitudes de chasse. Je repérais les cougars eux-mêmes quand je le pouvais, les observant à une distance de sécurité avec mes jumelles. Je documentais ce qu'ils chassaient,
comment ils se déplaçaient sur leur territoire, s'ils semblaient en bonne santé ou montraient des signes de blessure ou de maladie. Des cougars pour la plupart, bien que nous ayons parfois un mal de passage dans la région. Je prenais des photos avec mon appareil en faisant attention de rester sous le vent et silencieuse pour ne pas les déranger. Ensuite, je retournais à la cabane, je rédigeais des rapports détaillés de tout ce que j'avais observé. Je remplissais les formulaires officiels et je transmettais mes rapports par radio 2 fois par semaine au poste principal des gardes forestiers à 55 km de là. L'isolement ne me dérangeait pas comme il dérangeait certains des autres gardes avec qui je parlais. En fait, je le préférais. J'aimais le calme, rompu seulement par le bruit du vent dans les cèdres, les cris des faucons, les hurlements lointains des coyotes pendant la nuit. J'aimais pouvoir penser clairement, sans interruption constante. J'aimais la simplicité du travail et de la vie. Se réveiller, faire son travail, étudier ses écritures, subvenir à ses besoins et rester au chaud, sans dormir. Juste moi et le monde naturel, accomplissant un travail honnête qui avait du sens. Fin septembre, les températures avaient commencé à chuter de manière significative la nuit. Je me réveillais voyant de la condensation sur les fenêtres de la cabane, mon souffle visible dans l'air froid à l'intérieur jusqu'à ce que j'allume le chauffage au propane et que je réchauffe l'endroit. Les peupliers avaient déjà commencé à virer au doré et le premier vrai gel avait touché les plus hautes altitudes. Les cougars devenaient plus actifs, profitant de la saison de migration des wapitis. C'était une période critique. Si les cougars n'établissaient pas de bonnes habitudes de chasse avant que le grand froid ne s'installe, ils pourraient avoir du mal à passer les mois de disette. Je suivais plusieurs cougars en particulier. Il y avait une femelle avec 2 jeunes qui semblaient en bonne santé, bien nourris, apprenant tout ce qu'ils devaient savoir. La mère leur enseignait tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. Comment traquer une proie, comment reconnaître les bons postes d'embuscade, comment éviter les zones humaines. Il y avait aussi un grand mâle, probablement 80 kilos, avec le visage balafré par une vieille bagarre territoriale. Il passait le plus clair de son temps seul, parcourant méthodiquement les meilleurs terrains de chasse. J'avais également documenté quelques autres adultes et plusieurs jeunes félins, tous en bonne forme à mesure que l'automne avançait. Tout semblait normal, juste une autre saison dans les canyons, le cycle naturel se poursuivant comme il le faisait depuis des milliers d'années. Puis un soir, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes cramoisies, dorées et violettes profondes, j'étais dehors à fendre du petit bois. C'était quelque chose que je faisais tous les soirs. Le chauffage était efficace, mais j'entretenais aussi une petite cheminée à bois en cas de besoin et j'aimais prendre de l'avance. Le travail physique me faisait du bien après une journée de randonnée et d'observation, me donnait le temps de réfléchir et de prier, pendant que mon corps était occupé par le rythme du balancement de la hachette et de l'empilement du bois fendu. J'avais mon fusil appuyé contre le tas de bois comme toujours. Non pas que je m'attende à des ennuis, mais on ne prend pas de risques quand on est seul en territoire de cougar. Le fusil était chargé de munitions lourdes, conçues pour arrêter un prédateur en pleine charge si nécessaire. Bien qu'en 6 ans, je n'ai jamais eu à tirer sur quelque chose de plus gros qu'un serpent à sonnette qui s'était trop approché de mes provisions. Pourtant, c'était réconfortant de l'avoir à proximité, un rappel que je pouvais me protéger si besoin. J'étais concentré sur mon travail, profitant de l'air frais sur mon visage, de l'odeur du cèdre fraîchement coupé, de la façon dont le soleil couchant faisait tout briller d'une lueur ambrée. C'est là que je l'ai entendu. Un son qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu auparavant, durant toutes mes années de travail en pleine nature. Cela a commencé par un grondement sourd, presque comme un gémissement, mais plus profond et plus résonnant. Les poils de ma nuque se sont instantanément hérissés. Ma peau a picoté d'une alarme instinctive. Cela venait de quelque part au fond de mon cerveau primitif. J'ai arrêté mon geste en plein vol, la hachette figée au-dessus de ma tête, et j'ai écouté. La forêt était devenue complètement silencieuse.
Pas de pépiments d'oiseaux, pas d'insectes bourdonnant dans les buissons, aucun son du tout à part ce profond gémissement grondant. C'était le genre de silence qui s'installe quand les prédateurs sont proches, quand chaque petite créature sait qu'il faut se cacher et rester immobile, juste ce son, quel qu'il soit, se rapprochant à chaque seconde qui passait. Puis je l'ai vu. Au début, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours dans la lumière déclinante. La silhouette qui émergeait de la lisière des arbres était énorme, mesurant facilement près de 3 mètres de haut, couverte d'une fourrure brun-roux foncé. Elle marchait debout comme un humain, mais se déplaçait avec une puissance et une grâce tout à fait inhumaines. Le Bigfoot était massif, avec des épaules plus larges que celles de n'importe quel homme, des bras qui pendaient presque jusqu'à ses genoux, et un visage qui se situait entre l'humain et le singe, mais n'était distinctement ni l'un ni l'autre. Mon premier réflexe fut la terreur, une peur primale pure qui a inondé mon système d'adrénaline. J'ai lâché la hachette et me suis jeté sur mon fusil, le portant à mon épaule avec des mains qui tremblaient si fort que je pouvais à peine le tenir fermement. Mon doigt a trouvé la détente et je me suis préparé à tirer, prêt à me défendre contre cette créature, quelle qu'elle soit. Mais alors, le Bigfoot a fait quelque chose qui a tout changé. Il a levé les 2 mains dans un geste qui était sans équivoque humain, un geste de reddition ou de supplication. La créature a de nouveau émis ce son profond et grondant, mais cette fois-ci, il était plus doux, presque implorant. Et puis, à mon grand choc, le Bigfoot est tombé à genoux dans la terre et la neige. Cette créature massive, cet être impossible, était agenouillé devant moi dans ce qui ne pouvait être décrit que comme une supplique. Le Bigfoot suppliait. Je suis resté là, figé, mon fusil toujours levé, mon esprit essayant de comprendre ce que je voyais. Chaque partie rationnelle de mon cerveau hurlait que cela ne pouvait pas être réel, que les Bigfoots n'existaient pas, que je devais être en train d'halluciner ou de rêver, mais la créature était juste là, devant moi, aussi réelle que les arbres, les rochers et l'air qui se rafraîchissait sur ma peau. Le Bigfoot a émis un autre son, plus doux maintenant, presque un sanglot. Ses yeux, des yeux profondément intelligents, qui captaient la dernière lueur du couchant, étaient fixés sur moi avec une expression que je ne pouvais décrire que comme un espoir désespéré. Cette chose, quelle qu'elle soit, avait besoin de quelque chose de moi. Elle en avait assez besoin pour surmonter ce qui devait être sa propre peur des humains, ses propres instincts de survie qui auraient dû la maintenir loin de moi. Mon doigt est resté sur la détente, mais je n'ai pas tiré. Quelque chose dans ses yeux m'a arrêté. Quelque chose dans ce geste suppliant m'a fait hésiter. Et, dans cette pause, le Bigfoot a émis un dernier son et a fait un geste vers la forêt derrière lui, vers la nature plus profonde. La créature voulait que je la suive. Chaque instinct pratique que j'avais me disait que c'était de la folie, de tirer un coup de semonce, de rentrer dans la cabane et de verrouiller la porte, de demander de l'aide par radio, de m'éloigner de cette créature impossible, aussi vite que possible. Mais il y avait autre chose qui me parlait à ce moment-là, quelque chose de plus profond que les instincts de survie pratique. C'était la même voix qui m'avait toujours guidé dans les questions de foi, la même intuition qui m'avait amené à cette affectation isolée en premier lieu. La créature avait besoin d'aide, et malgré ma peur, malgré l'impossibilité de la situation, je savais que j'étais appelé à fournir cette aide. J'ai lentement baissé mon fusil, bien que je l'ai gardé en main. Le Bigfoot a observé mon action et a émis un son qui aurait pu être du soulagement ou de la gratitude. Puis la créature s'est levée, se déplaçant avec une grâce surprenante pour quelque chose d'aussi massif, et a commencé à marcher en direction de la lisière des arbres. Elle s'est arrêtée après quelques pas et s'est retournée vers moi, s'attendant clairement à ce que je la suive. J'ai hésité un long moment de plus. Cela pourrait être un piège, insistait ma raison. Cela pourrait être dangereux au-delà de toute mesure. Mais ensuite, j'ai touché le médaillon à mon cou, senti son poids et sa chaleur familier, et j'ai pensé à la foi. La vraie foi,
pas seulement celle confortable que l'on pratique à l'église le dimanche, mais celle qui vous demande d'avancer dans l'obscurité quand on vous appelle. Celle qui vous demande de faire confiance même quand tout semble impossible. J'ai attrapé ma lampe de poche et ma trousse de secours dans la cabane, mue par un instinct que je ne comprenais pas entièrement. Si la créature avait besoin d'aide, elle pourrait être blessée. Et si j'allais vraiment suivre ce Bigfoot dans la nature au crépuscule, je voulais être aussi préparé que possible. J'ai gardé mon fusil dans une main, la sécurité enlevée, le doigt près de la détente. Pas pointé sur le Bigfoot, mais prêt si nécessaire. Puis j'ai pris une profonde inspiration, j'ai dit une prière rapide pour ma protection et j'ai suivi la créature dans la forêt. Le Bigfoot se déplaçait rapidement à travers les arbres, plus vite que je ne pouvais le suivre confortablement, mais il s'arrêtait constamment pour m'attendre. La créature faisait délibérément attention à ne pas me perdre, montrant un niveau de conscience et de considération qui était étonnamment humain. Nous nous sommes enfoncés plus profondément dans le canyon, loin de la cabane, loin des sentiers que je connaissais, dans un territoire que je n'avais jamais exploré. Le soleil était maintenant complètement couché et je comptais sur ma lampe de poche et les aperçus occasionnels de la forme sombre du Bigfoot devant moi. Mon cœur battait à tout rompre, en partie à cause de l'effort pour le suivre, en partie à cause de la peur, en partie à cause de l'impossibilité pure de ce que je faisais. Suivre un Bigfoot dans la nature, de nuit. Cela semblait insensé, même pendant que je le faisais. Mais j'ai continué à suivre, j'ai continué à faire confiance à cette voix intérieure qui me disait que c'était la bonne chose à faire. Nous avons marché pendant ce qui m'a semblé des heures, mais qui n'a probablement duré que 45 minutes. Le terrain est devenu plus accidenté, plus escarpé, plus difficile à parcourir. Nous avons grimpé par-dessus des troncs d'arbres tombés, escaladé des pentes rocheuses, nous sommes frayés un chemin à travers des sous-bois denses. Mes jambes brûlaient de fatigue, mon souffle sortait en halètement, mais le Bigfoot continuait d'avancer à ce même rythme infatigable. Finalement, nous avons débouché sur une petite clairière à côté d'un surplomb rocheux, et c'est là que j'ai vu le deuxième Bigfoot. Celui-ci était plus petit, peut-être seulement 1 mètre de haut, avec une fourrure de couleur plus claire, presque cannelle dans le faisceau de ma lampe de poche. Un bébé. Le bébé Bigfoot était allongé sur le sol, recroquevillé sur un lit d'aiguilles de pin et de feuilles qui avait clairement été disposé avec soin. Même de loin, je pouvais dire que quelque chose n'allait pas. La petite créature tremblait malgré la douceur de la saison, émettant de petits gémissements qui m'ont touché en plein cœur. Sa respiration était laborieuse, rapide et superficielle. Le plus grand Bigfoot, le père, réalisais-je maintenant, s'est approché du bébé et a émis de doux grondements, essayant clairement de le réconforter. Puis, le père Bigfoot s'est retourné vers moi et a fait un geste en direction du bébé. La signification était absolument claire. De l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Je me suis agenouillé à côté du bébé, posant mon fusil, mais le gardant à portée de main. De près, j'ai pu voir que le bras gauche du petit Bigfoot était enflé et décoloré, la fourrure emmêlée avec quelque chose qui ressemblait à du sang séché ou du pus. Une infection, ai-je réalisé. Le bébé avait une sorte de blessure qui s'était infectée et sans traitement, il était en train de mourir. Le père Bigfoot m'avait amené ici pour sauver la vie de son petit. J'ai levé les yeux vers la créature massive qui se tenait au-dessus de nous et j'ai vu la peur dans ses yeux, la même peur que tout parent ressent lorsque son enfant est malade. Cet être, cette créature impossible, éprouvait les mêmes émotions que j'aurais vues chez n'importe quel parent humain confronté à la mortalité de son enfant. Et il était venu à moi, avait surmonté sa peur des humains, avait tout risqué pour me demander de l'aide. Comment pouvais-je refuser ? J'ai ouvert ma trousse de secours avec des mains tremblantes et j'ai examiné le bras du bébé de plus près. La blessure semblait provenir d'une épine ou d'une branche cassée, quelque chose qui avait percé la peau et introduit des bactéries. L'infection était grave, se propageant le long du bras entraîné rouge.
Sans antibiotiques, ce bébé mourrait probablement en quelques jours. J'avais des antibiotiques dans ma trousse, des antibiotiques à large spectre que nous gardions pour les urgences. Ils étaient destinés aux humains, mais la posologie pouvait potentiellement être ajustée à la taille du bébé. C'était un risque. Cela pourrait ne pas fonctionner sur la biologie de ces créatures ou même aggraver les choses. Mais ne rien faire était certainement fatal. J'ai regardé le père Bigfoot et j'ai essayé de communiquer ce que je devais faire. Je lui ai montré le flacon d'antibiotiques, j'ai mimé le fait de donner un médicament, j'ai essayé de lui faire comprendre que je voulais aider, mais que je devais faire des choses qui pourraient blesser le bébé au début. Le père a observé mes gestes avec ses yeux intelligents, et puis a émis un doux grondement et a reculé légèrement. Permission accordée, confiance donnée. J'ai passé l'heure suivante à soigner la blessure du bébé Bigfoot. D'abord, j'ai nettoyé la zone infectée aussi doucement que possible avec un antiseptique, grimaçant chaque fois que le bébé gémissait de douleur. Le père Bigfoot planait à proximité, émettant des sons doux qui semblaient conçus pour apaiser, pour réconforter. Ensuite, j'ai appliqué une pommade antibiotique sur la blessure et je l'ai pansée soigneusement. Enfin, j'ai préparé une injection d'antibiotiques oraux, calculé la dose en fonction du poids approximatif du bébé et l'ai administré lentement. Pendant tout ce temps, le bébé Bigfoot est resté immobile, semblant comprendre à un certain niveau que j'essayais de l'aider. Le père Bigfoot n'est jamais intervenu, ne m'a jamais menacé. Il a simplement observé avec une concentration intense et a émis ses doux sons réconfortants. Quand j'ai eu fini, je me suis assise sur mes talons et j'ai regardé le père Bigfoot. La créature massive m'a regardé en retour et à ce moment-là, j'ai ressenti une connexion qui transcendait les espèces, transcendait la logique. Nous étions deux êtres unis par le soin apporté à ce petit enfant malade. Le père Bigfoot a émis un son, différent des autres, qui semblait être de la gratitude. Puis la créature a fait quelque chose qui m'a coupé le souffle. Elle a tendu une main massive et a doucement, prudemment, touché le médaillon à mon cou. Juste touché avec un doigt, le geste délibéré et significatif. Il reconnaissait quelque chose. Ma foi peut-être, ou le soin que j'avais montré, ou peut-être simplement exprimait-il sa gratitude de la seule manière qu'il connaissait. Puis le Bigfoot s'est reculé et m'a regardé avec attente. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce que la créature voulait, mais c'est alors devenu clair. Le bébé avait besoin de soins continus, de plusieurs doses d'antibiotiques sur plusieurs jours pour combattre l'infection. Le père Bigfoot voulait que je les amène dans ma cabane, voulait que nous restions ensemble pour que je puisse soigner le bébé correctement. L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. Amener deux Bigfoots à mon poste de garde, les garder là pendant des jours ou des semaines, cela allait à l'encontre de tous les protocoles, de toutes les règles, de tout bon sens. Mais en regardant ce bébé malade, en regardant l'espoir désespéré dans les yeux du père, je savais ce que je devais faire. J'ai hoché la tête et j'ai fait un geste en direction de la cabane. Le père Bigfoot a compris immédiatement. Il s'est penché et a soulevé le bébé dans ses bras avec une infinie précaution. Le petit a gémi doucement, mais a semblé se détendre contre la poitrine de son père. Puis, nous avons commencé le retour vers la cabane, nous trois, nous déplaçant ensemble dans la forêt sombre, liés par le besoin, la confiance et quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de mots. Le retour à la cabane a pris plus de temps que l'aller. Le père Bigfoot se déplaçait plus lentement maintenant, attentif à ne pas secouer le bébé. Je menais le chemin avec ma lampe de poche, trouvant les sentiers les plus faciles, aidant à écarter les branches qui pourraient griffer ou érafler. Quand nous sommes finalement sortis de la lisière des arbres et que nous nous sommes approchés de la cabane, je m'attendais à moitié à ce que le père hésite, refuse d'entrer dans la demeure humaine. Mais la créature m'a suivi jusqu'à la porte, s'est baissée pour passer sous l'encadrement et est entrée sans hésitation. À l'intérieur, à la lumière de mes lanternes, je pouvais voir les deux Bigfoot plus clairement. Le père était vraiment massif, avec des muscles qui ondulaient sous l'épaisse fourrure, des mains qui auraient probablement pu écraser un crâne humain sans effort.
mais ses mains tenaient le bébé avec une douceur infinie, et ses yeux montraient une intelligence et une émotion qui étaient indubitablement conscientes, indubitablement éveillées. Le bébé était beau à sa manière, avec des traits délicats et cette douce fourrure couleur cannelle. Malgré la fièvre et la douleur, il m'observait avec des yeux sombres et curieux qui semblaient tout absorber. Je leur ai installé un lit de fortune dans un coin de la cabane, utilisant toutes mes couvertures de rechange pour créer un nid douillet. Le père Bigfoot s'y est installé avec le bébé blotti contre sa poitrine, et je leur ai apporté de l'eau dans mon plus grand bol. Le père en a bu un peu, puis a aidé le bébé à boire, montrant le même soin tendre que n'importe quel parent humain. Au cours des 2 semaines suivantes, la cabane est devenue un étrange sanctuaire, un endroit où l'impossible est devenu routine. Je traitais l'infection du bébé avec des antibiotiques et des soins attentifs 3 fois par jour. Le père Bigfoot observait chaque traitement, apprenant ce que je faisais, et a finalement commencé à m'aider, tenant le bébé immobile quand c'était nécessaire ou m'apportant du matériel avant même que je ne le demande. La créature était remarquablement intelligente, capable de comprendre mes gestes et mes intentions avec un minimum de répétition. Nous avons développé une sorte de communication, non pas avec des mots, mais avec des sons, des gestes et des expressions. Le père émettait différents grondements que j'ai appris à reconnaître comme signifiant différentes choses. Un son signifiait que le bébé avait mal. Un autre signifiait merci. Un autre signifiait que la créature avait besoin de sortir, probablement pour chasser ou se soulager. Et je répondais avec mes propres sons et gestes, créant un langage primitif entre nous. J'ai vite appris que le père Bigfoot était principalement végétarien, bien qu'il mangeât des insectes et de petites créatures occasionnellement. Il quittait la cabane la nuit pour chercher de la nourriture, revenant toujours avant l'aube avec d'étranges racines et plantes qu'il partageait avec moi. Certaines que je reconnaissais comme comestibles, d'autres étaient complètement inconnues. Le Bigfoot semblait m'enseigner, me montrant ce qui était sûr à manger dans cette forêt, élargissant mes connaissances d'une manière que ma formation de garde forestière n'avait jamais faite. Le bébé s'améliorait régulièrement. Le 3e jour, la fièvre était tombée. Le 5e jour, il était capable de s'asseoir et de s'intéresser davantage à son environnement. À la fin de la 1re semaine, le petit Bigfoot jouait avec des objets dans la cabane, curieux de tout, de mes livres à mes ustensiles de cuisine. Le bébé était particulièrement fasciné par mon médaillon, l'attrapant avec de petites mains délicates chaque fois que je m'approchais. Je le laissais parfois le tenir, regardant ses doigts minuscules tracer la gravure, voyant l'émerveillement dans ses yeux sombres. Le père observait ces interactions avec ce que je ne pouvais décrire que comme de l'approbation, émettant des sons doux qui semblaient satisfaits. Cela créait un lien entre nous, ce soin partagé pour le bébé. Le père Bigfoot me faisait maintenant entièrement confiance, se reposait pendant que je veillais sur le bébé, partait plus longtemps pour chercher de la nourriture, sachant que je garderais le petit en sécurité. Et je me suis surprise à m'attacher profondément à eux deux, ces créatures impossibles, qui étaient devenues une sorte de famille pendant notre temps ensemble. Je continuais mes tâches de garde forestière du mieux que je pouvais, mais tout avait changé. Je transmettais mes rapports par radio et parlais en termes vagues d'être incapable de voyager loin à cause d'une blessure mineure, gagnant ainsi du temps. Je ne pouvais pas vraiment dire à mes supérieurs que je soignais un bébé Bigfoot tout en hébergeant son père dans mon poste. Ils auraient pensé que j'avais perdu la tête. Peut-être que c'était le cas, mais c'était la chose la plus significative que j'ai jamais faite. Pendant les moments calmes, généralement le soir après avoir soigné la blessure du bébé et que nous avions tous mangé, je lisais ma Bible. Le père Bigfoot me regardait pendant ces moments, la tête légèrement inclinée, écoutant clairement même s'il ne pouvait pas comprendre les mots. Il y avait quelque chose de révérencieux dans l'attention de la créature, quelque chose qui me faisait penser qu'elle reconnaissait la nature spirituelle de ce que je faisais, même sans en comprendre les détails. Parfois,
Je priais à voix haute, remerciant le divin de m'avoir amené ces créatures, demandant la guérison continue du bébé, exprimant ma gratitude pour cette expérience extraordinaire. Et le père Bigfoot émettait des sons doux pendant mes prières, des sons qui semblaient être la créature ajoutant sa propre voix à la mienne. Nous prions ensemble, cet être impossible et moi, unis dans notre soin pour le bébé et notre reconnaissance de quelque chose de plus grand que nous. J'ai tellement appris pendant ces 2 semaines. J'ai appris que l'intelligence et la conscience ne sont pas des traits uniquement humains. Le père Bigfoot a montré des capacités de résolution de problèmes remarquables, comprenant comment actionner le loquet de mon coffre de rangement, comprenant la cause et l'effet avec mes lanternes, apprenant même à m'aider dans des tâches comme rentrer du bois de chauffage. J'ai appris que l'amour et la dévotion parentale sont universels, transcendant les espèces. La façon dont le père Bigfoot s'occupait de son bébé était identique à la façon dont n'importe quel parent humain s'occuperait de son enfant malade. Une patience sans fin, une vigilance constante, prêt à tout pour soulager la souffrance du bébé. J'ai appris que la communication est possible même sans langage commun. Nous avons trouvé des moyens de nous comprendre, le père Bigfoot et moi, des moyens qui allaient plus loin que les mots. Et j'ai appris que le monde est bien plus étrange et merveilleux que nous ne l'imaginons. Ces créatures existent, vivant dans les endroits cachés, conscientes, intelligentes et dignes de respect. Elles ont leur propre vie, leur propre société peut-être, leur propre façon de comprendre le monde. Et nous partageons cette planète avec elles, pour la plupart inconscients de leur présence, séparés par la peur et l'incompréhension. À la fin de la 2e semaine, le bébé était complètement rétabli. L'infection avait disparu, la blessure cicatrisait proprement, et le petit Bigfoot était de nouveau actif et joueur. Il gambadait dans la cabane, explorant tout, émettant des pépiments joyeux qui nous apportaient de la joie, au père comme à moi. Il était temps pour eux de retourner dans la nature. Je le savais, et le père Bigfoot le savait aussi. Nous ne pouvions pas continuer cette étrange coexistence indéfiniment. Le père avait des responsabilités dans la nature, un territoire à maintenir, de la nourriture à rassembler pour l'hiver, et le bébé avait besoin d'apprendre à être un Bigfoot, de grandir dans son environnement naturel. Les garder ici plus longtemps aurait été égoïste, aurait été faire passer mon désir de leur compagnie avant leurs besoins. Le matin de leur départ, je leur ai préparé des provisions, je leur ai donné ma meilleure couverture, pensant qu'ils pourraient l'utiliser pour se réchauffer ou pour transporter des choses. Je leur ai donné une partie de ma nourriture non périssable, des fruits secs et des noix qui se conserveraient. Je leur ai donné une petite trousse de premiers secours, espérant que le père se souviendrait de la façon dont j'avais utilisé le matériel et pourrait aider le bébé si nécessaire à l'avenir. Le père Bigfoot a accepté ces cadeaux avec ce même geste de gratitude que j'avais appris à reconnaître, touchant une dernière fois le médaillon à mon cou avant de se retirer. Le bébé a tendu les bras vers moi et j'ai pris la petite créature une dernière fois, la serrant contre moi et sentant la douceur de sa fourrure, la chaleur de son petit corps. Le bébé a émis des sons doux et a touché mon visage avec de petites mains, comme pour me mémoriser. J'ai embrassé le sommet de sa tête, sans me soucier de l'étrangeté de ce geste, et j'ai murmuré une prière pour sa sécurité et sa santé. Puis, j'ai rendu le bébé à son père, et nous avons marché ensemble jusqu'à la porte. Le soleil se levait à peine, peignant les parois du canyon de teintes dorées et roses. Le père Bigfoot s'est arrêté sur le seuil, m'a regardé une dernière fois, et a émis un son qui était clairement un au revoir. Puis la créature, berçant le bébé contre sa poitrine et transportant les provisions que je lui avais données, est entrée dans la forêt et a disparu parmi les arbres. Je suis resté là à regarder jusqu'à ce que je ne puisse plus les voir, jusqu'à ce que la forêt les ait complètement avalés. Une partie de moi voulait suivre, voir où ils allaient, en apprendre plus sur ces créatures incroyables et leur mode de vie. Mais je savais que ce n'était pas la bonne chose à faire. Ils m'avaient confié quelque chose de précieux, la vie du bébé. Et maintenant,
Il était temps de les laisser retourner dans leur propre monde, de respecter leur intimité et leurs besoins de secret. Ils m'avaient fait confiance et je n'allais pas trahir cette confiance. J'ai finalement fermé la porte et je suis rentré. La cabane semblait vide maintenant, trop silencieuse après avoir eu les Bigfoots ici pendant 2 semaines. Je pouvais voir où le père s'était assis par terre. Je pouvais voir l'empreinte que le bébé avait laissée sur ma couchette. De petits rappels d'une expérience qui semblait déjà avoir pu être un rêve, mais je savais que c'était réel. Je savais ce que j'avais vécu, ce que j'avais appris, comment j'avais été changé par la connaissance de ces créatures. Et alors que je me tenais là, dans la cabane vide, j'ai touché le médaillon autour de mon cou et j'ai murmuré une prière de remerciement. Merci d'avoir été guidé pour aider alors que je ne comprenais pas ce qui se passait. Merci pour le courage de suivre le Père dans la forêt sombre cette première nuit. Merci pour le privilège d'avoir connu ces créatures incroyables, même si ce n'était que pour une courte période. Merci pour le rappel que la réalité est plus grande, plus étrange et plus merveilleuse que nous ne pouvons jamais l'imaginer, qu'il y a des mystères dans la nature que nous ne comprendrons jamais entièrement et que parfois la chose la plus importante que nous puissions faire est simplement de faire preuve de bonté quand quelqu'un a besoin de notre aide. La vie a repris son cours normal après cela, ou aussi normal que possible après ce que j'avais vécu. J'ai continué mon travail de surveillance des cougars, remplissant mes rapports, faisant mon travail. Mais tout semblait différent maintenant. Chaque fois que j'allais dans la forêt, je cherchais des signes des Bigfoots, espérant juste un autre aperçu d'eux. Je voyais une empreinte massive dans la terre molle, plus grande que n'importe quelle empreinte de couguar, et je me demandais si c'était celle du père. Je trouvais un arbre avec des marques trop hautes pour qu'un animal connu puisse les atteindre, et je pensais au bébé qui avait grandi. J'entendais un son au loin qui aurait pu être un Bigfoot appelant un autre, et je m'arrêtais pour écouter, espérant en entendre plus, mais je ne les ai plus jamais revus. Le père et le bébé étaient retournés d'où ils venaient, dans leur monde caché qui existe parallèlement au nôtre. Une partie de moi était triste à ce sujet, pleurant la perte de leur présence, même si je savais qu'il était juste qu'ils partent. Mais surtout, j'étais reconnaissante d'avoir pu aider quand ils en avaient le plus besoin. Reconnaissante pour l'expérience et tout ce qu'elle m'avait appris. Reconnaissante qu'il m'ait fait assez confiance pour venir à moi, à l'heure du besoin. Je n'ai jamais raconté à personne ce qui s'est passé, ni à ma famille, ni à mes collègues gardes forestiers, ni à personne. Qui me croirait? Même maintenant, des années plus tard, j'hésite à partager ce récit. Les gens penseraient que j'étais déséquilibré, que je mentais ou que j'étais resté seul trop longtemps dans les canyons et que j'avais tout imaginé. Ils voudraient des preuves, des photographies, des preuves matérielles ou quelque chose de concret. Mais je n'ai aucune preuve, sauf mes souvenirs et la connaissance dans mon cœur que c'était réel. Les antibiotiques que j'ai utilisés sur le bébé ont disparu de ma trousse de premiers secours. La couverture que j'ai donnée au père a disparu. Les empreintes qu'ils ont laissées dans ma cabane se sont estompées avec le temps. Mais parfois, je trouve un brin de fourrure brun-roux accroché au bord de ma couchette, ou une empreinte massive dans la poussière près de ma cabane qui ne pourrait appartenir à aucun animal connu. Et je sais que c'était réel. Je sais que le père et le bébé étaient ici. Je sais ce que nous avons partagé pendant ces 2 semaines. Et cette connaissance suffit. Elle doit suffire, car certaines choses sont plus importantes que la preuve ou la reconnaissance. Certaines expériences sont destinées à être privées, à être gardées près de son cœur, plutôt que criées sur les toits. Le père m'a confié ce qu'il avait de plus précieux, la vie de son bébé. Et j'honorerai cette confiance en gardant leurs secrets, en les protégeant de la seule manière que je peux, c'est-à-dire par le silence et la discrétion. Cet automne dans les canyons, ces 2 semaines avec le père et le bébé, ont changé tout ce que je pensais savoir sur le monde. Cela m'a appris qu'il y a des mystères dans la nature
que la science n'a pas découvert, des créatures qui vivent dans les endroits cachés, une intelligence et une conscience sous des formes que nous ne reconnaissons pas. Cela m'a appris que la bonté et la compassion ne sont pas des traits uniquement humains, mais quelque chose de plus profond, de plus universel, qui traverse toutes les frontières. Cela m'a appris que la foi signifie choisir d'aider même quand on est terrifié, même quand rien n'a de sens, même quand on ne sait pas si ce que l'on fait fonctionnera. Surtout, cela m'a appris que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, de la manière que nous pensons. Il y a d'autres formes de conscience qui partagent cette planète avec nous, d'autres êtres, avec leur propre vie, société et façon de comprendre le monde. Le Père me l'a montré. La créature m'a montré une intelligence, un amour et une communication qui transcendèrent les espèces, qui m'ont rappelé que tous les êtres vivants méritent notre respect, notre protection et notre compassion. Je porte toujours le médaillon de mon grand-père autour du cou. Je lis toujours ma Bible chaque matin et je fais mes prières chaque soir. Mais maintenant, quand je prie, j'inclus le père et le bébé dans mes pensées. Je ne sais pas si les Bigfoot sont une âme comme les humains. Je ne sais pas comment ils s'intègrent dans un cadre religieux ou un système de croyance. Mais je sais qu'ils font partie de la création, tout comme tout le reste dans ce monde. Ils méritent le respect, la protection et la bonté, tout comme n'importe quel autre être vivant. Ils méritent de vivre en paix dans leur monde caché, à l'abri de l'interférence et de l'exploitation humaine. Parfois, les nuits calmes au poste de garde, j'entends un son au loin, un grondement sourd, presque comme les sons que le père avait l'habitude de faire. Je vais à la fenêtre et je regarde la forêt, les formes sombres des cèdres contre le ciel étoilé, et je me demande si ce sont le père et le bébé, quelque part là-bas, dans leur monde caché. Je me demande s'ils se souviennent de moi comme je me souviens d'eux. Je me demande s'ils sont en sécurité, en bonne santé et s'ils prospèrent dans la nature qu'ils appellent leur foyer. J'aime à penser qu'ils vont bien. J'imagine le bébé plus grand maintenant, peut-être avec ses propres petits. J'imagine le père enseignant au bébé tout ce qu'il doit savoir pour survivre dans ces canyons, comment trouver de la nourriture, comment rester caché des humains, comment vivre en harmonie avec le monde naturel. Et peut-être, juste peut-être, le père raconte au bébé l'automne où il était malade, l'humaine qui l'a aidé, le temps étrange qu'ils ont passé dans une cabane avec quelqu'un qui aurait dû être leur ennemi, mais qui a choisi d'être leur ami. C'est mon espoir en tout cas, c'est ma prière, que le père et le bébé puissent vivre en paix, cachés et en sécurité aussi longtemps qu'ils auront besoin de ces canyons pour les abriter. C'est le moins que je puisse faire pour les créatures qui m'ont tant appris sur la compassion, la confiance et les mystères du monde naturel. C'est la seule façon que je connaisse d'honorer ce que nous avons partagé pendant ces 2 semaines impossibles et merveilleuses. La nature est toujours là, aussi sauvage et belle que jamais. Les cougars que je surveille vont bien, se préparant pour un autre hiver comme chaque année. Le cycle continue. Et quelque part là-bas, dans les endroits cachés, dans les vallées secrètes et les forêts reculées, je crois que le père et le bébé continuent aussi leur cycle, vivant leur vie en paix, élevant leur famille, faisant partie de la nature d'une manière que la plupart des humains ne verront ou ne comprendront jamais. Et c'est exactement comme cela que ça doit être. Au fil des ans, j'ai beaucoup réfléchi à ce que ces 2 semaines signifiaient, non seulement pour moi personnellement, mais en termes de ce qu'elles révélaient sur la nature même de la réalité. Avant que le père ne m'amène le bébé, je pensais avoir une compréhension relativement complète du monde. Je savais quels animaux existaient et lesquels n'existaient pas. Je connaissais les frontières entre la conscience humaine et animale. Je savais ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. Les Bigfoots ont fait voler en éclats toutes ces certitudes. Ils m'ont forcé à reconsidérer tout ce que je pensais comprendre de la biologie, de la conscience, des limites du possible. Si des créatures aussi grandes et intelligentes peuvent exister sans être détectées par la science,
Que pourrait-il y avoir d'autre que nous ignorons? Quels autres mystères pourraient se cacher dans les endroits reculés du monde, dans les forêts profondes et les montagnes isolées, dans les lieux où les humains s'aventurent rarement? Cette rencontre a aussi fondamentalement changé ma façon de penser à la foi et à la science. J'ai été élevé pour les voir comme des domaines séparés, la foi traitant du spirituel et la science du physique. Mais mon expérience avec les Bigfoots m'a montré que cette séparation est artificielle. Le monde physique contient des mystères que la science n'a pas encore expliqués et qu'elle n'expliquera peut-être jamais. Et ces mystères ne diminuent pas le spirituel, ils l'enrichissent. Ils nous rappellent que la création est bien plus complexe et merveilleuse que nous ne pouvons le comprendre, qu'il y a toujours de nouvelles choses à découvrir, de nouvelles merveilles à admirer. L'intelligence du Père est ce qui m'a le plus profondément frappé. Ce n'était pas un animal agissant par instinct, c'était un être conscient faisant des choix délibérés. La décision de m'approcher, moi, une humaine, a dû être déchirante pour la créature. Tout dans son expérience lui disait probablement que les humains étaient dangereux, qu'il fallait nous éviter à tout prix. Mais le Père aimait son bébé plus qu'il ne me craignait, et cet amour lui a donné le courage de prendre un risque énorme. Ce n'est pas de l'instinct, ce n'est pas un comportement automatique, c'est un choix conscient fait par un être pensant et ressentant. Et cette prise de conscience a des implications profondes. Si les Bigfoots sont conscients de la même manière que les humains, alors ils méritent la même considération morale que nous accordons aux autres humains. Ils ont des droits, même si ces droits ne sont pas reconnus par la loi humaine. Le droit de vivre sans être molestés sur leur territoire. Le droit d'élever leurs familles en paix. Le droit d'exister sans être chassés, capturés ou étudiés contre leur volonté. En gardant leurs secrets, j'honore ces droits. Je protège leur autonomie et leur vie privée. Certains pourraient arguer que la valeur scientifique de la confirmation de leur existence l'emporterait sur ces considérations, mais je ne suis pas d'accord. Les Bigfoots ont clairement choisi de rester cachés des humains. Ils ont développé des stratégies au fil des générations pour éviter d'être détectés, pour vivre dans les espaces entre la conscience humaine. Les exposer contre leur volonté serait une violation, une trahison de la confiance que le Père m'a montrée. Le Père aurait pu prendre le bébé et fuir après cette première nuit, une fois le traitement initial terminé. Mais la créature a choisi de rester, a choisi de me faire confiance pendant 2 semaines entières de vulnérabilité. Cette confiance était un cadeau, et je ne la rembourserai pas par la trahison. J'ai aussi beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle le Père est venu à moi, spécifiquement. Il y avait d'autres humains plus près de l'endroit où ils vivaient, d'autres gardes forestiers, randonneurs et chasseurs qui utilisaient ces canyons. Pourquoi la créature m'a-t-elle choisi? Je ne pense pas que c'était un hasard. Je pense que le Père m'a observé pendant un certain temps avant de m'approcher, à regarder comment je me déplaçais dans la forêt, comment je traitais les animaux que je rencontrais, comment je me comportais quand je pensais que personne ne regardait. Les Bigfoots doivent être incroyablement prudents par nature, étant donné le succès avec lequel ils ont évité d'être détectés par les humains. Le Père ne se serait pas approché de n'importe quel humain. Il a dû voir quelque chose en moi qui suggérait que l'on pouvait me faire confiance, que j'aiderais plutôt que de nuire. Peut-être que c'était mes prières quotidiennes, ma révérence évidente pour le monde naturel. Peut-être que c'était la manière douce dont je manipulais mon équipement et me déplaçais dans la forêt. Ou peut-être que c'était autre chose, une qualité dont je ne suis même pas consciente que la créature a reconnue comme sûre. Quelle que soit la raison, j'ai été choisi et ce choix a changé ma vie pour toujours. Depuis, je suis devenue beaucoup plus consciente de mon environnement quand je suis dans la nature. Je cherche des signes qui pourraient indiquer la présence de Bigfoots. J'écoute les sons qui ne correspondent pas tout à fait aux schémas normaux de la vie. Forestière, je prête attention à ces moments où la forêt devient soudainement silencieuse, sans raison apparente. J'ai trouvé quelques éléments qui pourraient être des preuves. Des arbres tordus, d'une manière qui nécessiterait une force énorme.
Des tas de pierres qui semblent délibérément arrangées, cette empreinte massive que j'ai mentionnée plus tôt, claire et sans équivoque, dans une parcelle de poussière à côté d'un sentier isolé. Mais je ne photographie jamais ces choses, je ne les documente jamais officiellement. Je n'essaie jamais de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cela irait à l'encontre de l'objectif de protéger le secret des Bigfoots. Je les note simplement mentalement, je les reconnais comme des signes que le père et le bébé pourraient encore être là quelque part. Et je continue mon chemin. L'isolement de mon poste de garde a pris un nouveau sens depuis mon expérience. Je le voyais autrefois simplement comme un endroit paisible pour faire mon travail et pratiquer ma foi. Maintenant, je le vois comme une sorte de poste frontière entre le monde humain et le monde caché des Bigfoots. Je suis positionné au bord d'une nature sauvage que les humains pénètrent rarement, sur un territoire que les Bigfoots utilisent clairement. Je suis devenu une gardienne non officielle de leurs secrets, un tampon entre eux et le monde humain qui détruirait leur paix s'ils savaient qu'ils existaient. Cette responsabilité me pèse parfois. Je me demande si je devrais faire plus pour les protéger, bien que je ne sois pas sûr de ce que je pourrais faire de plus que de maintenir leurs secrets. Je me demande s'il y a des menaces pour eux que j'ignore, la perte d'habitat, le changement climatique ou l'empiètement humain qui pourraient mettre en danger leur survie. Je me demande si le bébé est toujours en vie, s'il a survécu jusqu'à l'âge adulte, s'il pourrait avoir ses propres petits maintenant. Ces questions occupent mon esprit pendant les longues soirées calmes au poste, quand le travail est terminé et que je n'ai que du temps pour réfléchir et prier. Mes prières ont évolué pour inclure non seulement le père et le bébé que j'ai connus, mais tous les Bigfoots où qu'ils soient. Je prie pour leur sécurité, pour leur capacité continue à rester cachés, pour leur survie dans un monde qui devient de plus en plus peuplé et développé chaque année. Je prie pour que les humains ne les trouvent jamais, ou si nous les trouvons, que nous ayons la sagesse et la compassion de les laisser en paix, plutôt que de les exploiter pour le profit ou la curiosité scientifique. Je sais que ces prières peuvent sembler étranges à d'autres personnes religieuses. Les Bigfoots n'apparaissent pas dans les Écritures, ne font partie d'aucun cadre religieux traditionnel. Mais je crois que le divin agit à travers toute la création, parle à travers tous les êtres vivants. Ma rencontre avec les Bigfoots a été une expérience religieuse autant que physique. Elle m'a appris l'amour, le sacrifice et la confiance, l'interconnexion de tous les êtres vivants, le vaste mystère de l'existence. Ce sont des leçons profondément spirituelles, et je les honore par mes prières et ma protection continue du secret des créatures. Parfois, j'imagine ce qui se passerait si le monde apprenait l'existence des Bigfoots, le chaos que cela provoquerait, la ruée des gens voulant les voir, les capturer, les étudier. Les agences gouvernementales qui revendiqueraient leur juridiction, le cirque médiatique qui éclaterait, l'habitat qui serait détruit par l'afflux de curieux et de chercheurs. Ce serait un désastre pour les Bigfoots, même si les gens les approchaient avec de bonnes intentions. Ils ont survécu si longtemps en restant cachés, en évitant le contact humain. L'exposition mettrait fin à cela, les forcerait à fuir vers des endroits encore plus reculés ou à risquer un harcèlement constant de la part des humains. Je ne peux pas laisser cela arriver. Le père m'a confié la vie de son bébé, m'a montré son monde caché. Je dois à cette confiance de maintenir le secret, peu importe à quel point je pourrais vouloir partager cette histoire incroyable avec d'autres. Mes supérieurs commentent parfois à quel point j'ai changé depuis que j'ai pris cette affectation. Ils disent que je semble plus contemplative, plus en paix, plus connectée à quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait identifier, s'ils savaient seulement la vérité. J'ai été transformé par mon expérience, mais pas d'une manière que je peux leur expliquer. J'ai vu l'impossible devenir réel. J'ai communié avec des êtres qui transcendent les catégories normales de la compréhension humaine. J'ai reçu un don de connaissance et d'expérience que la plupart des gens ne recevront jamais. Ce don m'a rendu plus humble quant à ce que je pense savoir, plus ouverte au mystère et à l'émerveillement,
plus reconnaissante de la vaste complexité de la création. Il m'a également rendue plus protectrice de la nature sauvage. Chaque arbre qui est abattu, chaque sentier qui est élargi, chaque développement qui s'enfonce plus loin dans la campagne sauvage, représente une menace potentielle pour l'habitat et la sécurité des Bigfoots. Je suis devenu une avocate de la préservation de la nature d'une manière que je n'étais pas auparavant, argumentant pour garder les zones reculées, pour limiter l'accès humain à certains territoires, pour protéger de grandes forêts contiguës où des créatures comme les Bigfoots peuvent vivre sans être dérangées. Je ne peux pas dire à mes collègues pourquoi je suis si passionné par ces questions, mais mon expérience m'a montré ce qui est en jeu d'une manière qu'ils ne peuvent pas imaginer. Le bébé est toujours dans mes pensées. Cette petite créature couleur cannelle, avec ses yeux curieux et ses mains douces, souffrant d'une infection, vulnérable et dépendant des soins de son père et de mon intervention médicale. Je me souviens de la sensation de sa fourrure douce, de son poids dans mes bras, des sons qu'il faisait quand il avait mal et quand il guérissait. Je me souviens comment il attrapait mon médaillon, fasciné par l'objet brillant, et comment je le laissais jouer avec la chaîne pendant que je changeais ses pansements. Je me souviens du dernier matin, quand je l'ai tenu une dernière fois avant de le rendre à son père. Comment il a touché mon visage comme pour mémoriser mes traits. Ce bébé m'a changé autant que son père. Il m'a montré que ces créatures commencent leur vie vulnérable et innocente, tout comme les bébés humains. Elles ont besoin de soins, de protection et d'amour pour survivre et grandir. Elles s'attachent à leurs parents et à ceux qui leur montrent de la bonté. Ce ne sont pas des monstres, des animaux ou des objets d'étude, ce sont des personnes à leur manière, avec leur propre vie, sentiments et relations. Cette compréhension a rendu impossible pour moi de voir le monde de la même manière qu'avant. Partout où je regarde maintenant, je vois le potentiel de conscience, de sentiments et d'expérience que je pourrais ne pas reconnaître. Je suis plus prudente dans ma façon de me déplacer dans la nature, plus respectueuse de la vie et des foyers de toutes les créatures, plus consciente que je suis une invitée dans leur monde plutôt qu'une maîtresse de celui-ci. Les Bigfoots m'ont appris l'humilité et l'émerveillement, et ces leçons éclairent tout ce que je fais. Alors que j'écris ce récit, de nombreuses années après l'expérience, je suis frappé par la vivacité de mes souvenirs. La plupart des événements de cette époque lointaine se sont estompés en vagues impressions, mais je peux encore me rappeler chaque détail de ces 2 semaines avec le père et le bébé. La façon dont le père se déplaçait, avec cette combinaison de puissance et de grâce. Les sons qu'il émettait, cette communication profonde et grondante qui transmettait tant d'émotions. L'intelligence dans ses yeux, les processus de pensée évidents, visibles dans ses expressions. La douceur avec laquelle il manipulait son bébé malgré la force massive de ses mains. Et le bébé, si petit et fragile au début, reprenant progressivement des forces à mesure que les antibiotiques combattaient l'infection. La façon dont il me regardait travailler, curieux de tout ce que je faisais. Comment il a appris à me faire confiance, à cesser de sursauter quand je touchais son bras blessé, finissant par me tendre les bras quand il voulait du réconfort. La joie dans ses mouvements, alors qu'il se rétablissait, gambadant dans la cabane et explorant tout avec un enthousiasme innocent. Ces souvenirs me sont précieux, des rappels chéris de l'expérience la plus extraordinaire de ma vie. Ils me soutiennent dans les moments difficiles, me rappellent que les miracles sont possibles, me donnent l'espoir que le monde contient encore des mystères et des merveilles au-delà de notre compréhension. Quand je me sens découragé, seule ou pleine de doutes, je touche mon médaillon et je me souviens que le Père l'a touché aussi. Je me souviens de ce moment de connexion entre 2 êtres complètement différents unis par le soin d'un enfant malade. Ce souvenir ne manque jamais de restaurer ma foi, à la fois dans le divin et dans la bonté fondamentale qui existe chez tous les êtres conscients. Je me demande souvent ce que le Père et le bébé font en ce moment même. Sont-ils en train de chercher de la nourriture dans une vallée reculée? Se repose-t-il dans une tanière ou un abri à l'abri des éléments? Le bébé, maintenant adulte,
Enseigne-t-il à ses propres petits comment survivre? Le père est-il encore en vie, veillant toujours sur sa famille? Ces questions ne trouveront jamais de réponse, et c'est très bien ainsi. Je n'ai pas besoin de tout savoir sur leur vie. Il me suffit de savoir qu'ils existent, qu'ils sont là quelque part, qu'ils continuent leur cycle de vie dans les endroits cachés du monde. Mon rôle est simplement de protéger leurs secrets et de me souvenir de ce qu'ils m'ont appris. J'ai envisagé de nombreuses fois d'écrire ou non ce récit. Le mettre par écrit le rend plus permanent, plus réel à certains égards, mais aussi plus vulnérable à la découverte. Si quelqu'un trouvait ce document après ma mort, il pourrait essayer de l'utiliser pour trouver les Bigfoots, pour prouver leur existence, pour les exposer au monde humain. Cette possibilité me trouble profondément. Mais je me sens aussi obligé de consigner ce qui s'est passé, de créer un témoignage d'une expérience qui m'a fondamentalement changé. Ce récit n'est pas destiné à la consommation publique. Il est destiné à être un enregistrement personnel, une façon de traiter et d'honorer ce que j'ai vécu. Si quelqu'un le lit un jour, j'espère qu'il comprendra l'importance de maintenir le secret, de protéger ces créatures remarquables de l'interférence humaine. Le monde n'a pas besoin de preuves de l'existence des Bigfoot. Le monde a besoin de préserver des espaces sauvages où des choses mystérieuses peuvent continuer à vivre en paix. Au cours de mes dernières années en tant que garde forestière, j'ai continué à veiller sur les canyons avec un soin particulier. Je prête attention à tous les signes qui pourraient indiquer une intrusion humaine dans les zones les plus profondes de la nature sauvage où je soupçonne que les Bigfoots vivent. Je décourage les randonneurs occasionnels de s'aventurer trop loin dans l'arrière-pays, suggérant que le terrain est trop dangereux ou que les récompenses ne valent pas l'effort. Je rédige des rapports qui soulignent la sensibilité écologique de certaines zones, recommandant qu'elles restent fermées à toute activité humaine. Ces petites actions sont ma façon de continuer à protéger le père et le bébé, d'honorer la confiance qu'ils m'ont accordée il y a toutes ces années. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que je peux faire depuis ma position. Et cela me donne un but au-delà de mes fonctions officielles, le sentiment de servir quelque chose de plus grand que des exigences bureaucratiques. En repensant à tout cela, je réalise que le père et le bébé m'ont donné bien plus que je ne leur ai donné. Oui, j'ai fourni un traitement médical qui a sauvé la vie du bébé, mais ils m'ont fourni quelque chose d'encore plus précieux. Ils m'ont montré que la réalité est plus vaste et plus merveilleuse que je ne l'avais jamais imaginé. Ils m'ont appris des leçons sur la confiance, le courage, l'amour et la foi que je n'aurais jamais pu apprendre autrement. Ils m'ont connecté à quelque chose de primal et de sacré, quelque chose qui existe au-delà des frontières de la civilisation et de la compréhension humaine. Ils m'ont rappelé que je fais partie d'une création plus vaste, partageant ce monde avec des êtres qui méritent respect et protection. Pour ces dons, je suis éternellement reconnaissante. Ma vie a été plus riche et plus significative grâce à ces 2 semaines. J'ai eu la chance de vivre quelque chose que la plupart des humains ne connaîtront jamais, de voir l'impossible devenir réel, de former un lien avec des créatures qui ne devraient pas exister, mais qui existent. Cette bénédiction façonne tout ce que je fais et tout ce que je suis. Et donc, je continue mon travail dans les canyons, veillant sur la nature sauvage, protégeant ses secrets, honorant la confiance placée en moi par un père désespéré qui a amené son bébé malade à une humaine pour obtenir de l'aide. Je prie souvent pour eux. J'espère leur sécurité continue et je garde leurs souvenirs près de mon cœur. Ils font partie de moi maintenant, partie de ma foi, partie de ma compréhension de ce qui est possible dans cette vaste et mystérieuse création. Et je garderai leurs secrets jusqu'à mon dernier souffle, parce que c'est ce que la foi exige, c'est ce que l'amour demande, et c'est le moins que je puisse faire pour le don extraordinaire qu'ils m'ont fait. Les saisons ont tourné de nombreuses fois depuis ces 2 semaines qui ont tout changé. Le printemps est venu avec son renouveau, l'été avec son abondance, l'automne avec sa préparation, l'hiver avec son repos. Et à travers tous ces cycles, je suis resté à mon poste dans les canyons, fidèle à mes devoirs et aux secrets que je porte. Chaque saison
apporte ses propres souvenirs du temps passé avec le père et le bébé, ses propres rappels de ce que j'ai vécu. Au printemps, lorsque la nouvelle vie émerge partout, je pense au bébé Bigfoot se remettant de sa maladie, gagnant en force jour après jour, jouant et explorant finalement avec l'énergie de la santé retrouvée. La guérison du bébé était parallèle au renouveau de la forêt, tous deux passant de la quasi-mort à une vie vibrante grâce aux soins, au temps et à la résilience inhérente à tous les êtres vivants. Je vois cette même résilience dans chaque jeune pousse qui perce le sol, chaque animal qui met bas, chaque fleur qui s'épanouit contre toute attente. Le Père m'a montré que cette résilience existe même chez des créatures que nous ne reconnaissons pas, même chez des êtres qui vivent en dehors de nos catégories et classifications. L'été apporte de longues journées de chaleur et d'abondance, et je me souviens comment le Père cherchait de la nourriture pendant les nuits, revenant avec d'étranges racines et baies que je n'avais jamais vues auparavant. La créature m'enseignait l'abondance qui existe dans ces canyons pour ceux qui savent où chercher et quoi récolter. J'ai incorporé certaines de ces leçons dans mes propres pratiques maintenant, cueillant des plantes que je croisais autrefois sans les reconnaître, comprenant les offrandes de la forêt d'une manière que ma formation ne m'a jamais enseignée. Le savoir du Bigfoot était profond et ancien, transmis de génération en génération, une sagesse accumulée au fil des siècles de vie dans ces lieux sauvages. En partageant ne serait-ce qu'une fraction de ce savoir avec moi, le Père m'a fait un cadeau qui s'étend au-delà de ces 2 semaines. Chaque plante sauvage comestible que je récolte maintenant est un rappel de la générosité de la créature, une connexion continue à ce que nous avons partagé. L'automne, avec sa préparation pour les temps de disette à venir, me rappelle le plus fortement pourquoi le Père est venu à moi en premier lieu. L'infection du bébé est survenue à un moment critique, juste avant la saison où la nourriture se raréfie et la survie devient plus difficile. Si le bébé était mort de cette infection, il serait mort au pire moment possible, laissant le père affronter l'hiver seul avec le chagrin de la perte. En aidant à sauver le bébé, j'ai contribué à assurer qu'ils aient tous les deux une meilleure chance de survivre aux mois difficiles à venir. J'aime les imaginer dans leur tanière pendant ce premier hiver, après leur départ, le bébé en bonne santé et grandissant, le père veillant sur lui avec satisfaction, tous deux au chaud et en sécurité pendant que la neige tombait dehors. Le père a-t-il parlé de moi au bébé pendant ces longues nuits d'hiver? La créature a-t-elle expliqué d'où venaient les bandages, ce qu'était ce médicament à l'odeur étrange, pourquoi ils avaient passé du temps dans une habitation humaine? Ou le bébé a-t-il simplement accepté l'expérience comme faisant partie de sa petite enfance, pas encore assez âgé pour comprendre à quel point c'était inhabituel? Je ne le saurai jamais, mais j'espère que le souvenir de ces 2 semaines a apporté un certain réconfort au père dans les moments difficiles. Un rappel que la bonté peut traverser même les plus larges frontières. L'hiver lui-même, lorsque je suis confiné dans la cabane par le froid et la neige, est le moment où je réfléchis le plus aux implications plus larges de ce qui s'est passé. L'isolement qui semblait autrefois une simple solitude ressemble maintenant à une sorte de vigile, une attente et une surveillance des signes que les Bigfoot sont toujours là, toujours en train de survivre. J'écoute le vent et j'essaie de distinguer ces sons naturels des appels qui pourraient appartenir à autre chose. J'examine chaque trace dans la neige autour de ma cabane, cherchant cette forme révélatrice qui est presque, mais pas tout à fait, humaine. Je scrute la lisière des arbres avec mes jumelles, espérant un aperçu de mouvement qui ne correspond à aucun schéma d'animal connu. La plupart du temps, je ne trouve rien de définitif, mais parfois, il y a quelque chose. Une trace juste un peu trop grande et de forme étrange. Un son qui ne correspond pas tout à fait. Une sensation d'être observé depuis la forêt. Ces petits signes ambigus me soutiennent, suggèrent que le père et le bébé sont toujours à proximité, vivant toujours leur vie cachée dans ces canyons. Je n'ai pas besoin de certitude ou de preuves, j'ai juste besoin de la possibilité, de l'espoir qu'ils sont toujours là, quelque part,
L'isolement m'a également donné le temps de développer une sorte de pratique spirituelle autour de mon expérience avec les Bigfoots. Au-delà de mes prières régulières et de la lecture des Écritures, j'ai créé des rituels privés qui honorent ce que le père et le bébé m'ont appris. À l'anniversaire de la nuit où le père est apparu pour la première fois à ma cabane, j'allume une bougie spéciale et je m'assois en méditation, me remémorant chaque détail de ce moment terrifiant et merveilleux. À l'anniversaire du jour de leur départ, je prépare un repas en utilisant les aliments sauvages que le père m'a montré comment cueillir, mangeant lentement et en pleine conscience, savourant la connexion avec le savoir de la créature. Et les nuits de pleine lune, je sors parfois et j'émets un son doux, essayant d'imiter le doux grondement que le père utilisait pour réconforter le bébé. Je n'attends pas de réponse et je n'en ai jamais reçu, mais l'acte lui-même me semble important. C'est ma façon de dire que je me souviens, que j'honore ce que nous avons partagé, que je suis toujours là à veiller sur ce territoire. Ces rituels peuvent sembler étranges ou même païens à d'autres personnes religieuses, mais ils me semblent parfaitement alignés avec ma foi. J'honore des aspects de la création que la plupart des gens nient même l'existence. Je reconnais la conscience et l'esprit sous des formes qui ne correspondent pas aux catégories traditionnelles. Je célèbre le mystère et l'émerveillement d'une création bien plus complexe que n'importe quelle doctrine ne peut entièrement capturer. Si ce n'est pas une pratique spirituelle, je ne sais pas ce que c'est. Mes relations avec les autres humains sont devenues plus compliquées depuis mon expérience. J'ai plus de mal à engager la conversation, plus de mal à m'intéresser aux petites préoccupations et aux drames triviaux qui occupent l'attention de la plupart des gens. Quand des collègues se plaignent de frustrations bureaucratiques ou que des membres de ma famille bavardent sur les voisins, je dois me rappeler que ces choses comptent pour eux, même si elles me semblent totalement insignifiantes. J'ai vu quelque chose qui met tout le reste en contexte, quelque chose qui révèle à quel point nous ignorons le monde que nous habitons. Comment puis-je m'énerver pour des retards de paperasse ou des conflits interpersonnels quand je sais que les Bigfoots existent, que des êtres conscients vivent des vies cachées juste sous le nez de l'humanité? En même temps, j'essaie de rester patiente et gentille avec les autres, car ils font de leur mieux avec la compréhension qu'ils ont. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir la connaissance que je porte. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Ce n'est pas de leur faute si leurs préoccupations me semblent petites. Et qui sait quelles expériences ils ont pu avoir qui leur sembleraient tout aussi profondes. Des expériences que je pourrais rejeter ou ne pas comprendre. Nous portons tous des connaissances privées, des transformations privées que nous ne pouvons pas entièrement partager avec les autres. La mienne se trouve simplement impliquée des Bigfoots. Je suis également devenue plus consciente de la façon dont je parle de la faune et de la nature. Quand les gens qualifient les animaux d'inférieurs aux humains, de dépourvus de conscience ou d'émotion, je me surprends à prendre la parole d'une manière que je ne faisais pas avant. Je ne peux pas leur parler des Bigfoots spécifiquement, mais je peux partager des observations sur l'intelligence et l'émotion animale dont j'ai été témoin dans mon travail. Je peux contester l'hypothèse que les humains sont complètement séparés et supérieurs aux autres êtres vivants. Je peux plaider pour traiter toutes les créatures avec respect et dignité, reconnaissant que la conscience existe sous de nombreuses formes, dont certaines que nous pourrions même ne pas reconnaître. Ces conversations sont parfois frustrantes, car les gens sont souvent profondément investis dans l'exceptionnalisme humain, dans la croyance que nous sommes fondamentalement différents et meilleurs que tout le reste sur cette planète. Mais je persiste, plantant des graines qui pourraient germer avec le temps, espérant que petit à petit, je peux aider à changer la façon dont les gens pensent à notre relation avec les autres êtres vivants. C'est le moins que je puisse faire pour honorer ce que le père et le bébé m'ont appris sur la conscience qui traverse des frontières que nous pensions absolues. Mon travail de garde forestière a également évolué de manière subtile. Je suis plus minutieuse maintenant dans la documentation des signes inhabituels dans la nature, non pas pour les rapports officiels, mais pour mes propres archives privées. Je tiens un carnet séparé qui ne quitte jamais ma cabane, où j'enregistre tout ce qui pourrait indiquer une activité de Bigfoot.
Des traces étranges, des sons inexpliqués, des arbres cassés ou arrangés d'une manière qui suggère une grande force et intelligence, des zones où la faune semble perturbée sans raison évidente. Au fil des ans, j'ai accumulé une belle collection de ces observations, un ensemble de preuves qui est convaincant pour moi, même s'il serait rejeté par d'autres comme une coïncidence ou une mauvaise interprétation. Cette documentation privée a plusieurs objectifs. Elle m'aide à me sentir connecté au père et au bébé, même si je ne les ai pas vus depuis des années. Elle aiguise mes compétences d'observation, me rendant plus attentive aux signes subtils de l'environnement. Et elle me donne le sentiment de contribuer à la connaissance de ces créatures, même si cette connaissance ne sera jamais partagée publiquement. Un jour, peut-être dans des décennies, quelqu'un trouvera ce carnet avec ce récit écrit, et il comprendra peut-être ce que j'ai fait toutes ces années. Ou peut-être que personne ne le verra jamais, et il restera juste mon enregistrement privé d'une vigile continue. L'un ou l'autre me convient. La documentation n'est pas pour la reconnaissance ou la preuve. Elle est pour honorer, se souvenir et rester connecté à quelque chose qui compte profondément pour moi. Je suis également devenue beaucoup plus protectrice des zones les plus reculées de mon territoire, les endroits où je soupçonne que les Bigfoots pourraient vivre ou voyager. Lorsque d'autres gardes ou chercheurs veulent mener des enquêtes dans ces zones, je trouve des raisons de les en dissuader. Le terrain est trop dangereux, dis-je, où la valeur écologique ne justifie pas la perturbation, où les conditions météorologiques le rendent déconseillé. Je ne mens pas exactement. Toutes ces choses peuvent être vraies, mais je sélectionne les vérités à souligner afin de protéger la vie privée des Bigfoots. Certains de mes collègues pensent probablement que je suis trop prudente ou même territoriale à propos de ma zone assignée. S'ils connaissaient seulement ma vraie motivation. Je ne protège pas mon territoire, je protège le monde caché de créatures qui m'ont fait confiance dans leur moment le plus vulnérable. Je crée une zone tampon entre eux et la curiosité humaine, l'intrusion humaine, le potentiel de nuisance humain. C'est une protection imparfaite. Je ne peux pas contrôler tout ce qui se passe dans ces vastes canyons, mais c'est ce que je peux offrir depuis ma position. Le père a tout risqué pour sauver son bébé. Le moins que je puisse faire est d'utiliser la petite autorité que j'ai pour préserver la sécurité dont ils ont besoin. Au fil des ans, j'ai aussi beaucoup réfléchi à la possibilité qu'il y ait d'autres personnes qui aient eu des expériences similaires, d'autres qui aient rencontré des Bigfoots et gardé le secret. Il doit y en avoir, ai-je décidé. Ces créatures ont coexisté avec les humains pendant des milliers d'années, vivant en marge de nos territoires, croisant parfois notre chemin dans la nature profonde. Certaines de ces rencontres ont dû être positives, ont dû impliquer une communication et une aide mutuelle, plutôt que la peur et la violence. Où sont ces personnes maintenant? Sont-elles comme moi, portant leurs secrets en silence, protégeant les créatures qu'elles ont rencontrées? Sont-elles là-bas dans d'autres endroits reculés, veillant sur leur propre territoire, gardant leur propre part du monde cachée des Bigfoots? J'aime imaginer un réseau dispersé de gardiens humains, aucun de nous ne sachant que les autres existent, tous protégeant indépendamment ces êtres remarquables. Nous serions unis par l'expérience plutôt que par la communication, liés par un engagement commun que nous avons chacun choisi individuellement. Il y a quelque chose de beau dans cette image, une communauté cachée de protecteurs dont l'invisibilité même aide à préserver ce qu'ils protègent. Tant que je respirerai, je me souviendrai du père et du bébé. Je protégerai leurs secrets. Je veillerai sur ces canyons où ils vivent. J'honorerai la confiance qu'ils m'ont accordée. Et je serai reconnaissante chaque jour pour le don extraordinaire de ces 2 semaines où l'impossible est devenu réel, où le mystère est entré dans ma vie et a tout changé pour toujours. Le bébé approcherait de la maturité maintenant, selon mes calculs, en supposant que les Bigfoots mûrissent à peu près au même rythme que les humains, ce qui est pure spéculation de ma part. Je l'imagine fort et capable, ayant appris toutes les compétences nécessaires à la survie dans ces canyons rudes et magnifiques.
Porte-t-il encore la cicatrice de cette infection? Y a-t-il une marque sur son bras qui lui rappelle le temps où la maladie a failli lui coûter la vie, où son père l'a porté à une humaine pour obtenir de l'aide? J'espère que la cicatrice, si elle existe, sert de rappel de la résilience, de la guérison, de la bonté qui a traversé les frontières des espèces. Chaque animal porte des cicatrices, des marques physiques et émotionnelles laissées par les défis de la vie. La cicatrice du bébé, s'il en a une, raconterait une histoire de survie contre toute attente, de l'amour désespéré d'un parent, d'une humaine qui a choisi la compassion plutôt que la peur. C'est une bonne histoire à porter dans sa chair, un rappel que l'on valait la peine d'être sauvé, que l'on a été assez aimé pour que quelqu'un risque tout. Le père doit être plus âgé maintenant aussi, montrant peut-être les premiers signes de l'âge, se déplaçant un peu plus lentement, prenant plus de temps pour se reposer. Ou peut-être que les Bigfoots vieillissent différemment de ce que j'imagine, restant vigoureux plus longtemps ou déclinant plus rapidement. Je n'ai aucune donnée, seulement des spéculations et de l'espoir. J'espère que le père est toujours fort, toujours capable de protéger et de subvenir aux besoins, vivant toujours avec dignité dans les lieux sauvages. La créature a mérité une bonne vie après le courage qu'elle a montré en venant à moi, après la confiance qu'elle a placée en un membre de l'espèce qui représente la plus grande menace pour l'existence des Bigfoots. Parfois, j'imagine ce qui se passerait si je les rencontrais à nouveau, si nos chemins se croisaient dans la nature après toutes ces années. Me reconnaîtrait-il? Le père se souviendrait-il du temps que j'ai passé à soigner son bébé? Le bébé, maintenant adulte, aurait-il un souvenir de ce temps étrange dans une cabane avec une humaine qui prononçait des mots doux et administrait des médicaments curatifs? Ou me verrait-il simplement comme une menace potentielle, un autre humain à éviter? Je ne sais pas, et je ne le saurai probablement jamais. Les chances d'une autre rencontre sont infimes. Ils sont retournés à leur vie cachée, et je respecte cette frontière. Mais le fantasme persiste, une rêverie qui me réconforte dans les moments difficiles. Dans cette rêverie, je marche dans une section reculée du canyon quand je les vois, le père toujours massif et fort, le bébé maintenant devenu presque de la même taille. Ils me reconnaissent immédiatement et mettent des sons de salutation, et nous avons un moment de retrouvailles, de reconnaissance de ce que nous avons partagé et de la façon dont cela a changé toutes nos vies. Le père touche à nouveau mon médaillon. Ce geste de connexion et de reconnaissance, le bébé adulte me montre sa cicatrice, comme pour dire « je me souviens, j'ai survécu, merci ». Et puis, ils s'évanouissent dans la forêt, et je continue ma randonnée avec des larmes coulant sur mon visage, reconnaissante pour un autre moment de connexion avec ces êtres impossibles. Ce n'est qu'un fantasme, peu susceptible de se produire. Mais il me soutient néanmoins, me donne quelque chose à espérer, même si j'accepte que notre histoire ait peut-être déjà atteint sa conclusion. Ce serait bien aussi. Ce que nous avons partagé était complet en soi, un moment parfait de connexion qui n'a pas besoin de continuation pour être significatif. Le père avait besoin d'aide, je l'ai fourni, le bébé a survécu, ils sont retournés dans leur monde. C'est une belle histoire, une histoire complète, même si elle se termine par une séparation permanente. Je suis devenu une sorte de défenseur de la préservation de la nature d'une manière qui me surprend même moi. Lorsque des discussions budgétaires surgissent sur l'extension des sentiers ou l'augmentation de l'accès des visiteurs aux zones reculées, je suis la voix qui plaide pour le maintien des restrictions, pour la protection des lieux les plus sauvages de l'empiètement humain. Mes collègues se demandent parfois pourquoi je suis si passionné par cela. Pourquoi je me soucie tant de garder certaines zones inaccessibles? Je leur donne des arguments raisonnables sur la protection des écosystèmes, sur la valeur des lieux vraiment sauvages, sur le fait de ne pas aimer la nature à mort par la surfréquentation. Tout cela est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité entière est que je protège un territoire qui n'est pas seulement le mien, qui n'est pas seulement pour les loisirs humains, qui sert de foyer à des êtres dont l'existence dépend de l'éloignement et du secret.
Chaque sentier qui n'est pas construit, chaque route d'accès qui n'est pas étendue, chaque quota de visiteurs qui limite la présence humaine, ce sont des victoires pour les Bigfoots, même si personne ne le sait. Ce sont des moyens que je peux utiliser ma position et mon influence pour les protéger sans jamais révéler leur existence. C'est une protection indirecte, insuffisante, mais mieux que rien. Et c'est devenu une partie de l'œuvre de ma vie. Le visage public de mon engagement privé. Ma foi s'est approfondie et a évolué depuis ma rencontre avec le père et le bébé, devenant moins axée sur des doctrines spécifiques et plus sur l'émerveillement, le mystère et la reconnaissance du sacré sous des formes inattendues. Je lis toujours ma Bible. Je prie toujours régulièrement, je me considère toujours comme une personne de foi. Mais ma compréhension de ce que signifie la foi s'est étendue au-delà des limites avec lesquelles j'ai grandi. La foi signifie maintenant être ouverte à l'impossible, reconnaître la conscience et l'esprit sous des formes qui ne correspondent pas au modèle humain, accepter que la création est bien plus étrange et merveilleuse que n'importe quel texte religieux ne peut entièrement capturer. Le père et le bébé sont devenus partie intégrante de ma vie spirituelle, non pas comme des objets de culte, mais comme des rappels de ce qui est possible lorsque nous restons ouverts au mystère. Quand je prie maintenant, j'inclus souvent des remerciements pour le privilège de cette rencontre, pour avoir été choisi pour aider, pour avoir vu quelque chose que la plupart des humains ne verront jamais. Je prie pour la sécurité et le bien-être continu de tous les Bigfoot où qu'ils soient. Je prie pour la sagesse dans la façon dont je protège leurs secrets. Et je prie pour que, lorsque mon heure viendra de quitter cette vie, j'ai honoré la confiance placée en moi, que j'ai été fidèle à l'engagement que j'ai pris la nuit où j'ai suivi le Père dans la forêt sombre. Ces prières me semblent aussi authentiques et importantes que toutes celles que j'ai jamais offertes. Elles viennent d'un lieu de profonde gratitude et de profond respect. Elles reconnaissent que le sacré existe sous des formes que les Écritures ne décrivent pas explicitement, que les merveilles de la création dépassent la capacité humaine à cataloguer ou à comprendre. Les Bigfoots m'ont appris cette leçon, et je l'honore par la prière et l'action, par le plaidoyer public et la vigile privée, par les choix quotidiens que je fais sur la façon de vivre dans ce monde. Ma vie a été plus riche et plus significative grâce à ces 2 semaines qu'elle n'aurait jamais pu l'être autrement. Oui, j'ai passé des années dans un isolement relatif, gardant un secret que je ne peux jamais entièrement partager, veillant sur un territoire que personne ne sait avoir besoin d'être surveillé. Mais cela a été un privilège, pas un sacrifice. On m'a donné un but et un sens que la plupart des gens cherchent toute leur vie sans les trouver. J'ai vécu un véritable émerveillement, celui qui vous transforme fondamentalement. J'ai noué un lien avec des êtres qui transcendent les catégories normales de la compréhension. Et j'ai appris des leçons sur la compassion, le courage, la foi et la nature de la conscience qui ont fait de moi une meilleure personne, une meilleure garde forestière, une meilleure gardienne des lieux sauvages. Quand je quitterai finalement ce poste, que ce soit par la retraite ou la mort, je partirai en sachant que mon temps ici a compté au-delà des fonctions officielles que j'ai remplies. Oui, j'ai surveillé les populations de faune, rempli des rapports et entretenu des sentiers. Mais plus important encore, j'ai protégé un secret qui avait besoin d'être protégé. J'ai veillé sur des êtres qui avaient besoin d'être surveillés. J'ai gardé la foi avec des créatures qui m'ont fait confiance dans leur moment le plus vulnérable. C'est un héritage suffisant pour n'importe quelle vie. Le canyon continuera après mon départ, comme il a continué avant mon arrivée. Les cycles des saisons, de la vie et de la mort persisteront. Et quelque part dans les endroits cachés, les Bigfoots continueront leur propre cycle, vivant leur vie en paix et en secret, élevant leurs jeunes, maintenant leurs anciennes coutumes. Ils n'ont pas besoin de moi pour continuer à exister, mais j'aime à penser qu'avoir au moins un allié humain, une personne qui connaît leurs secrets et le protège, rend leur survie légèrement plus sûre. Peut-être que mon plaidoyer pour la préservation de la nature aidera à maintenir l'habitat dont ils ont besoin.
Peut-être que ma discrétion les gardera cachés de ceux qui les exploiteraient. Peut-être que ma simple présence ici, observant et prenant soin, leur procure une petite mesure de sécurité. Ou peut-être pas. Peut-être que mon impact a été négligeable et qu'ils s'en sortiraient bien de toute façon. Mais j'ai fait ce que j'ai pu avec la connaissance qui m'a été donnée et c'est tout ce que chacun de nous peut faire. Le père et le bébé ont changé ma vie, m'ont fait un cadeau inestimable, m'ont montré des merveilles que je n'aurais jamais imaginées. En retour, j'ai consacré ma vie à les protéger eux et leur espèce, à garder leurs secrets, à défendre les lieux sauvages dont ils ont besoin pour survivre. C'est un échange équitable, une juste réciprocité, un don mutuel qui honore les deux parties. Et j'en suis reconnaissante. Chaque jour, le soleil se couche sur les parois du canyon alors que j'écris ces derniers mots, peignant tout de teintes dorées, ambrées et violettes profondes. Bientôt, il fera nuit et j'allumerai ma lanterne et préparerai mon repas du soir. Peut-être que ce soir, j'entendrai des sons de la forêt qui me rappelleront les appels du Père. Peut-être que je verrai un mouvement à la lisière des arbres qui pourrait être ou non un Bigfoot vérifiant l'humaine qui a autrefois aidé à sauver la vie d'un bébé. Ou peut-être que la nuit sera calme et ordinaire, remplie seulement des bruits habituels de la nature. Dans tous les cas, je rendrai grâce. Merci pour ce jour, pour cette vie, pour cette expérience extraordinaire qui a façonné tout ce que je suis devenu. Merci pour le courage du père et la confiance du bébé. Merci d'avoir été choisi pour être témoin de l'impossible, pour participer à un miracle, pour nouer des liens qui ont transcendé toutes les barrières. Et merci surtout pour l'opportunité de passer ma vie à protéger quelque chose de précieux, de sacré, quelque chose qui mérite de rester caché et libre. C'est ça, la grâce. C'est ça, une bénédiction. C'est tout ce que j'aurais pu espérer et plus que je ne méritais. Le père et le bébé m'ont donné cela et j'honorerai leur don jusqu'à mon tout dernier souffle.